Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur Hack the Box, pour faire ensemble la machine Broker, qui est une machine Linux facile, qui est sortie aussi il y a un petit bout de temps, et aujourd'hui du coup on va l'attaquer. Comme chaque fois, on récupère son adresse IP, et normalement on va l'ajouter à notre fichier etc host. Moi je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Donc la 10.10.11.243 qui a le nom broker.htb au niveau de son hôte. Ici j'ai aussi lancé un petit nmap en amont pour gagner un petit peu de temps. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, du coup, on va faire une map sur broker.htb qui va être converti en fait après en son adresse IP, donc traduit en 10.10.11.243. Tiret-min-rate 5000 pour envoyer au minimum 5000 paquets par seconde pour que la requête soit beaucoup plus rapide, en tout cas le scan map soit beaucoup plus rapide. Et derrière, on va scanner tous les ports, du 1 au 65535. On va voir la version des différents services qui sont disponibles. Là, par exemple, pour le port 22, on voit bien que toute la partie version est indiquée. Elle a été ajoutée grâce à ce flag là. Et derrière, on va lancer différents scripts NSE, donc des scripts par rapport à Nmap, sur tous les ports qui vont avoir des noms spécifiques. Ici, SSH host key, qui va nous afficher en fait les différentes footprints des clés SSH, enfin en tout cas de la clé de l'hôte SSH. Ici, on peut voir le type d'authentification, le titre, le header du serveur, etc. Donc on l'a lancé, le scan a duré quelque chose comme 43 secondes, et on a beaucoup de choses qui apparaissent. On a le port 22, alors ce qu'on va faire c'est que on va récupérer tout ça, hop, alors tout ce qu'il y a après, normalement ça c'est un peu du brouhaha, on va le garder de côté, hop, je vais l'enregistrer en tant que, c'est en broker, en tant que nmap, non là, en tant que nmap.txt par exemple, hop, pour avoir une trace pour revenir plus tard. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le port 22, donc SSH classique, le port 80, qui est du Nginx. Apparemment, on a une authentification avec quelque chose qui s'appelle ActiveMQ Realm. On ne sait pas trop ce que c'est. On a le port 1883 en MQTT. Ça pareil, on ne sait pas ce que c'est, on pourra aller voir. On retrouve encore le ActiveMQ. On a un port qu'on n'a pas l'habitude de voir, le 5672. Encore un autre qui est un petit peu bizarre, le 8161. Apparemment JT quelque chose avec une version, ça peut être vulnérable aussi. 40 991, bon ça, il n'y a rien qui est indiqué, on ne sait pas trop ce que c'est. Encore l'un, Apache ActiveMQ, 61 613. Là, le port juste après, on retrouve du GT. Et le 16, on a encore du ActiveMQ, OpenWire Transport. Donc, il y a l'air d'avoir quelque chose, enfin, en tout cas, quelques différentes technologies qui ressortent de ça. Mais le plus souvent, c'est du MQTT, enfin, via MQTT, du ActiveMQ et du GT. On peut regarder un petit peu à quoi ça correspond. Si on cherche du coup sur internet MQTT, alors j'ai pas lancé Firefox, je vais le faire de suite. Je vais enlever Burpsuit, paf. Si on cherche MQTT, on nous dit que du coup ça correspond à Message Queuing Télémétrie Transport. Et c'est en fait un protocole de messagerie de publication abonnement, populaire et léger, donc c'est lié aux IoT, pour faire communiquer des machines entre elles. Bon, ok. Si on regarde maintenant à quoi correspond ActiveMQ, Standalone Process, donc c'est bien lié à Apache, c'est ce qu'on avait vu avant. Courtier de messages open source, écrit en Java, avec un client Java Message Service complet, fournit des fonctionnalités. Ça a l'air en tout cas de quelque chose qui est en lien avec le MQTT, donc avec des IoT. Si on regarde GT, cette version-là, est-ce que on a des vulnérabilités ou des trucs comme ça? Là, apparemment, on a une CVE, on a une vulnerabilities. On pourra regarder par rapport à ça. Mais on peut simplement aussi, juste sur le port 80, voir, tenter d'accéder au fameux site web, donc http broker.htb. Là, effectivement, comme on l'avait vu ici, il nous demande un basic authentication. Donc, je vais tenter par exemple un admin au pif. Ah, bon bah apparemment c'est passé. Welcome to admin, ok. Si on cherchait ActiveMQ Basic Authentication Default Creds, on voit bien que pour accéder en tout cas à la
au panel admin, à la console d'administration. Apparemment, par défaut, c'est admin et admin. Bon, là, on le savait même pas. Mais en théorie, admin, c'est les premiers trucs qu'on teste. Et là, en théorie, on a réussi à accéder à ça. Donc, on peut aller sur le manager. Alors, peut-être qu'il y a d'autres authentifications. Non, on arrive à nous connecter. Bon, première grosse vulnérabilité. On n'a même pas utilisé de CVE, rien. Vraiment que le fait d'utiliser quelque chose qui était mal configuré à la base. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là-dessus, on peut regarder ce qui est présent. Donc ici, c'est juste ça, mais bon, detected, apparemment c'est des médiums. On n'a pas plus d'informations sur le fait, enfin sur la vulnérabilité. Détail. Web Inf Directory. Apparemment, on peut accéder à des informations un peu sensibles. Ok. Bon, c'est du médium, donc en théorie, on va pas pouvoir faire grand chose là-dessus. Par contre, là, ce qui est bien, c'est que au niveau du broker, en tout cas de ActiveMQ, on a une version 5.15.15. Si on cherche ActiveMQ 5.15.15 exploit, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Là, on a une CVE 46604. Là, on a une RCE Reverse Shell Apache. Ça nous intéresse. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Apparemment, il y a une vulnérabilité qui a été trouvée. CVE Overview. Est-ce qu'on a la version qui est présente? Non, je crois qu'il ne donne pas la version. Non. Mais on peut regarder par rapport à ça. Donc ça crée. Ça provient de ça, de cette vulnérabilité qui était là. Donc on peut regarder ici à la base. Donc c'est écrit en Go. Il y a des caractères un petit peu spéciaux. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est une autre langue, peut-être, je sais pas, du chinois, du coréen, quelque chose comme ça. English version. Voilà. Donc, apparemment, il peut y avoir une RCE dessus. Usage, comment on l'utilise? On utilise ActiveMQ, donc le script, l'adresse IP du serveur, le port par défaut, et derrière un chemin vers un XML. Ok, apparemment le XML, l'URL c'est poc.xml, mais c'est sur notre machine à nous. Donc en fait, on va devoir exécuter quelque chose sur notre machine qui sera chargé à distance ou quelque chose comme ça. Bon, on sait pas trop comment ça fonctionne. Si on regarde le code source, main.go, 84 lignes. Donc ici, c'est ce qu'on avait. Alors je connais pas bien le Go, mais je pense qu'on va réussir à peu près à lire ce que le script fait. Ici, on a un header qui est créé. On va définir une classe pour, j'imagine, charger du XML. Après, on spécifie juste ça. Et une bannière. Et normalement, on va juste encoder ça en hexadécimal, en octet, pardon. Ou en hexadécimal, sinon. Et c'est à peu près tout. Est-ce qu'on tente de se connecter sur un truc en particulier? Ah, pas uniquement sur l'URL. Si on va dans Go Mode, module ActiveMQ. Ok. Bon. Et derrière, ça va charger ça, en fait, ça va l'exécuter. Donc, ici, on peut voir qu'on a la liste de ce qui va être exécuté. Ici, c'est pour le Windows. Donc, on fait un open-a calculator. Si ici, j'ouvre, par exemple, un invite de commande et que je fais open-a calculator, alors open n'est pas reconnu parce que peut-être que c'est du PowerShell, je ne saurais pas dire, ou alors peut-être parce que je suis pas dans le chemin, si je fais open-a ou alors calculator, non, il le reconnaît pas, ok. Bon, mauvais exemple, en tout cas le open il n'arrive pas à lire, mais ici on peut voir que c'est du bash-c et derrière on va créer quelque chose. Donc on va partir de ça, on va récupérer ce petit GitHub avec un git clone, ActiveMQ, cd ActiveMQ, on va modifier le poc.xml, ça on va repartir du même principe, on va le mettre en commentaire, jusqu'ici, hop, là on peut enlever justement les commentaires, et nous par exemple on va tester au début bash-c pour exécuter la commande, par exemple ping-c4 et notre machine. Donc nous si on regarde
IP-CA, normalement c'est voilà, ça n'a toujours pas changé, c'est 10.10.14.3. Donc là on va envoyer 4 pings vers notre machine. Ok. Et maintenant, faut lancer avec le Go. Alors, je sais plus, je crois que c'est Go Run. Go Run, on précise, donc c'est main.go. Si on précise rien, je pense qu'il va nous mettre un message d'erreur comme quoi il faut qu'on mette certaines choses. Voilà. -i, donc l'adresse IP, ou alors le Lost. Nous, on va mettre du coup broker.htb. Ensuite, pour le port, nous, c'est par rapport à ce qu'on avait avant. Port 80, mais port 80 en fait c'est juste pour accéder au panel, mais c'est pas vraiment ce qui tourne dessus. Apache ActiveMQ, ça a l'air d'être ce port-là. Bon, on va essayer avec le 13, sinon il y a le 14 ou le 16 aussi qui pourrait fonctionner. Est-ce qu'on est obligé de le préciser? Peut-être que par défaut, voilà, par défaut il fait le 65616, donc c'était apparemment celui-là qu'il fallait taper. On va pas le préciser, bon, on peut le faire, hein. Ça change rien de le mettre. TLS on s'en fout, et -u c'est l'endroit où se trouve notre POC. Donc si on fait juste un POC comme ça, le souci c'est que bah là, le site va essayer de charger ce fichier là, sauf que là on lui donne pas une URL, on lui donne que ça. Du coup ça n'a pas fonctionné. Donc il faut lancer un petit serveur Python, donc Python 3-mserver http.serveur80. Là on va préciser du coup notre adresse IP 10.10.14.3 sur le port. Bon, on n'a même pas besoin de préciser parce que c'est 80 par défaut, et c'est poc.xml. On tente de lancer ça. Faut voir qu'ici on a des choses qui ont été faites. Normalement il y a quelque chose qui a été exécuté, sauf que effectivement j'ai oublié de me mettre en écoute. Donc exegol start htb. Je vais me mettre en tcp dump sur icmp pour écouter. On relance. Et en théorie c'est censé exécuter quelque chose, ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que très certainement que notre script n'est pas bon. Bash-c, -ping-c, 10.10.14.3, bash-c, normalement on n'est pas trop mal. Code message file not found, get poc, xml. Ok. Pourtant on a bien réussi à y accéder. Pourquoi ça veut pas? 10.10.14.3, c'est bien ping-c. Ouais. Je vois pas pourquoi ça veut pas du coup. Pourquoi on n'a pas réussi? Je vais me remettre cpdump. Bash, ping, 10.10.14.3. Je revérifie tout, hein. Sinon, si ça marche toujours pas, j'essaierai de fixer ça et puis je vous retrouverai une fois que ce sera bon. Normalement, j'ai bien précisé HTTP. Tac tac tac. -i, le -p. Donc là, on a bien réussi à faire accéder à ça. Et derrière, ça passe pas. Ok, alors. Réussi avec son adresse IP, hein. 10.10.11.243 de mémoire. Ça passe toujours pas. Ok, je vais essayer de fixer ça et puis je reviens vers vous tout de suite. Et voilà, en fait je suis un giga guignol, c'est juste que en plus là il y avait le 404 qui était affiché. Oui, bête en plus 404 not found, c'est parce que j'étais juste pas dans le bon répertoire. Je suis allé dans la ActiveMQ, là où il y avait le poc.xml, et évidemment là ça a beaucoup mieux fonctionné. M'en voulez pas, quand je tourne cette vidéo, vous voyez en bas c'est lundi matin à 8h du mat, donc je suis pas encore bien réveillé. Voilà, et là ça passe. Parce que, effectivement, quand on est dans le bon répertoire pour accéder à un fichier, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc là, on réussit à avoir du coup un contact avec notre machine, ce qui veut dire que la commande est bien exécutée, et ce qui veut aussi dire qu'on a accès depuis la machine broker.htb vers l'extérieur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à obtenir un reverse shell. Donc, je vais aller voir dans mes notes. Un petit reverse shell avec du netcat pour réussir à se connecter sur la machine distante. Donc, hop, je récupère mon shell actuel, je vais faire un petit nano de mon POC, et je vais remplacer du coup la valeur du ping par ce que je veux faire. Alors, on peut tester comme ça. Ici, je vais juste remplacer par 10.10
14.3 pour me connecter à ma machine. Là, je vais devoir execute start tb. Je vais devoir ouvrir quand même un autre shell pour me mettre en RL wrap. Voilà, avec un netcat en écoute. Là, on est bon. Je me remets avec mon serveur web. Je réexécute la commande. Et ici, ça passe pas. Pourtant, j'ai bien le code 200 et on est bon. Pourquoi? Parce que très certainement qu'au niveau ici de ma commande, ceux-ci contiennent des caractères spéciaux. On peut voir qu'il y a des redirections, il y a des E éperluettes, des E commerciaux, il y a des pipes. Donc peut-être qu'en fait, au niveau de cette valeur, il n'aime pas trop. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre notre river shell, mais on va le convertir en base 64. Donc ici, on remplace nos valeurs, 10, 10, 14, 3, et on va pipe tout ça à du base 64, ce qui fait qu'en sortie, on a quelque chose comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir dire, quand tu m'affiches ce contenu-là, avec ça également, tac, quand tu m'affiches ça, derrière, tu fais du base 64-D pour décoder, qui va m'afficher ça, et derrière, on va le pipe à SH, qui va l'exécuter. Donc sur la machine distante, on mettra cette commande-là, et vous allez voir que, bon là je le fais en local pour vous montrer comment ça fonctionne sur ma propre machine, mais normalement j'ai un shell, voilà, un river shell qui est censé s'ouvrir. Pourquoi? Parce que ici j'ai dit, prends-moi cette chaîne de caractères-là, qui en fait correspond à ceci, tu me la décodes depuis le base 64, parce que c'est encodé en base 64, donc ça donne exactement cette chaîne de caractères-là, mais c'est encore une chaîne de caractères, du coup on pipe à SH pour exécuter ça, qui va en fait trigger notre river shell. Donc nous on va récupérer exactement, paf, cette ligne-là. Ici on peut voir du coup qu'on n'a plus que des pipes, on n'a plus les redirections, on n'a plus les E éperluettes, ce qui va réduire grandement tous les problèmes par rapport aux caractères spéciaux. Hop, je supprime tout ça. Voilà. Et derrière, normalement on n'a plus que ça, et on est censé pouvoir l'exécuter. Là on est bien en écoute. Là on est bien avec également en écoute, mais avec notre serveur web. Et si on exécute ça, paf, ça l'a bien récupéré, code 200, et j'ai bien un shell qui s'est ouvert en tant que ActiveMQ, donc utilisateur ActiveMQ. On est bon. Hop. Je vais agrandir un petit peu. On laisse ça de côté si jamais on fait n'importe quoi et qu'on doit revenir dessus plus tard. Donc ls-là, où est-ce que je me situe? Je suis dans OPT, Apache ActiveMQ, version 5.15.15, ok. Je peux aller dans le Home, dans ActiveMQ, ls-là, et là, j'ai déjà mon flag user, donc j'ai réussi la première étape. Ok, maintenant, si je regarde etc passwd rapidement, voir s'il y a d'autres utilisateurs sur la machine. ActiveMQ, c'est moi, ID 1000, enfin user ID 1000. Ça veut dire que en théorie, le suivant c'est 1001. Ici, il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'autres utilisateurs. Il n'y a que le root, donc on va devoir, il y a de très grandes chances qu'on doive passer root directement. Si je fais un find-perm 40, je tout vers le dev nul. Ça me permet notamment de lister tous les bits SUID qui sont présents sur la machine. Un bit SUID, c'est un binaire qui possède différentes permissions, et notamment le bit SUID, comme son nom l'indique, qui va nous permettre en fait d'exécuter le binaire avec les droits de l'utilisateur, enfin les droits du propriétaire du fichier. Par exemple, userbin wd, si je fais un ls et là dessus, on peut voir que là il y a le s à la place du x pour le propriétaire, ce qui veut dire que le bit SUID est positionné, et du coup je vais pouvoir exécuter ce binaire-là avec les droits de root. Donc pour changer mon mot de passe, c'est logique, je dois en fait exécuter avec les droits root pour modifier le mot de passe de mon propre utilisateur. Donc ça va me donner des droits du propriétaire, donc en l'occurrence root, uniquement dans le contexte de l'exécution de ce binaire qui va me permettre de modifier mon mot de passe. Ici, si on regarde un petit peu, il n'y a rien de bien foufou qui apparaît, c'est les choses classiques. Donc, il n'y a pas d'avoir grand chose de là. Si on se fait un sudo-l, là, il y a quelque chose d'intéressant. On a cette ligne-là qui arrive. Il nous dit que, en tant qu'utilisateur ActiveMQ, je peux exécuter les commandes suivantes sur la machine broker. Donc, je peux exécuter cette commande-là, donc user bin sbin nginx. Donc, derrière, je peux rajouter des options. Il faut juste que la commande commence par ceci. Je peux l'exécuter en tant que n'importe qui de la machine, dont root.
sans avoir besoin de connaître le mot de passe de l'utilisateur actuel. Ça tombe bien, l'utilisateur actuel, on l'a eu via un reverse shell, on l'a pas eu via une connexion SSH ou quelque chose qui nous a permis de nous connecter directement en tant que lui, ce qui veut dire qu'on n'a pas son mot de passe. Si on avait dû obtenir son mot de passe, bah, on aurait dû le trouver d'une façon ou d'une autre dans des fichiers de configuration, dans des fichiers je sais pas moi, d'utilisateur, dans son bash history, dans ce genre de choses. Mais ici, on n'a pas besoin de le savoir, parce qu'on peut exécuter en tant que utilisateur, enfin on peut en tant que ActiveMQ exécuter cette commande-là avec n'importe quel droit utilisateur. Une fois qu'on a ça, bah, du coup, il faut trouver comment, avec Nginx, on peut augmenter nos privilèges, en tout cas on peut exécuter des choses intéressantes. Bon, c'est assez simple en théorie, faut retourner sur tac. Là-dessus, on va sur ActiveMQ, tac tac tac. On se rend sur. Voilà, attendez que je me plante pas, c'est Nginx. Nginx Privacy sudo. Normalement, on devrait trouver pas mal de choses. Notamment un script d'exploit. Alors là, on retrouve, donc j'imagine que c'est des gens qui ont fait des articles là suite après à la box. Il y avait des choses qui existaient bien avant. Donc si on regarde l'exploit, en fait, on va créer une nouvelle configuration avec Nginx. On va le lancer en tant qu'utilisateur root. On va créer un process, un PID, on s'en fout un petit peu, l'event, on s'en fout un petit peu également. Et là, c'est cette partie qui va nous intéresser. Au niveau du serveur, on va se mettre sur un port en particulier, bon, plus ou moins intéressant. Il faut quand même le garder en mémoire. On va dire que la racine du site, c'est le slash de notre machine. Auto-index on. Et derrière, on va rajouter une méthode put. Alors, on n'est pas obligé de rajouter cette méthode. On peut voir différentes façons de faire. Donc, par exemple, je vais prendre cette partie-là du code. Je vais me rendre dans le TMP, à un endroit où je peux écrire absolument partout. Donc là, j'y suis. Et je vais pouvoir... ah oui, il faut que je passe le 4 comme ça, parce que sinon, il ne va pas être content. Je ne vais pas pouvoir écrire dans le fichier. Tac. Donc ça me permet normalement, si je fais un ls-là, d'écrire dans le fichier. Et si je cat Nginx, voilà, je cat tout ça, j'ai bien cette configuration-là. Donc si j'arrive là-dessus, après, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir exécuter la commande Nginx en sudo Nginx, en précisant la configuration, enfin en tout cas -c, le chemin de la configuration. Hop. Donc là, normalement, c'est lancé. Si je fais nstat-nutelap, normalement, je dois avoir un 1339 qui est exécuté là. Maintenant, si je fais juste un curl du localhost 127.0.0.1 sur le port 1339 avec un... donc du coup, c'est à la racine. À la racine, on avait vu ici que c'est ici. Donc je fais racine, root, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai des choses qui apparaissent. J'ai deux fichiers. Il y a cleanup.sh et root.txt. Et ben en fait, en gros, j'ai terminé la box. Je peux afficher le contenu de root.txt. Et j'ai mon flag final. C'est celui-ci. Alors, on pourrait rajouter, je crois que c'est un -S pour le rendre silencieux. Pour pas afficher, non. Petit S, peut-être. Voilà. Petit S pour silencieux pour pas afficher à chaque fois toutes les données qui sont envoyées reçues. Et en fait, j'ai obtenu mon flag root. Le souci, c'est que là, en fait, j'ai un droit de lecture sur absolument tout. Je peux même, par exemple, récupérer le ETC Shadow. Hop. Et là, j'ai le mot de passe d'ActiveMQ, j'ai le mot de passe de root, voilà. Enfin, en tout cas, c'est haché, mais j'ai accès à ces informations-là. Donc là, en gros, j'ai accès à tous les fichiers du système. Mais moi, j'aimerais bien obtenir un reverse shell, par exemple, et pas juste un accès au système. Et bah du coup, vu que au niveau du fichier de configuration, j'ai rajouté la méthode put, ça sert à quoi? Ça sert à upload des fichiers, modifier des informations de fichiers, ce genre de choses. Et là, on peut voir qu'en fait, il y a une technique qui est de notre côté, on génère une clé, SSH, et derrière, eh ben, on va pouvoir uploader la clé publique dans le authorized keys de root pour que derrière nous, on puisse s'y connecter directement après avec SSH. Donc, si
on fait cette commande-là. Donc moi, je vais le faire par exemple sur ma machine. Alors, je remonte d'un cran. Je fais mon SSH hygiène. Voilà. Par exemple, broker, je l'appelle broker, broker RSA par exemple. Là, ça va me générer tout ça. Je mets pas de passphrase. Et si je fais un ls-là, on voit que j'ai mon broker RSA classique et broker RSA.pub. Je vais afficher le contenu de broker RSA.pub. Ça, c'est ma clé publique. Je récupère ça. Et ensuite, sur ma machine, eh ben, je vais modifier le fameux fichier authorized keys et lui passer ma clé publique pour l'inscrire à l'intérieur et bah, pour pouvoir du coup après me connecter avec ma clé privée que j'ai générée. Donc, hop, on précise tout le contenu de ça, tac. Alors, pas ici, ici, tac. Je fais entrer. Ça a été envoyé. Maintenant, en théorie, je peux afficher le contenu de route.ssh authorized keys comme ça. Et normalement, je suis censé voir ce que je viens d'écrire. Donc là, on est bon. Ce qui veut dire que maintenant, je peux SSH sur la machine en tant que route. Donc, route sur ces broker.htb et je précise ma clé privée. Ici, c'est broker RSA. Hop, et normalement, are you sure? Yes. Je suis connecté directement sur la machine et là j'ai un vrai shell parce que je me suis connecté en SSH. ID, je suis bien root. PWD, je suis bien dans slash root. Et SQL est là. J'ai accès à tout ça et je peux du coup obtenir encore une fois mon flag root. Et là j'ai vraiment un vrai shell donc je peux exécuter plein de commandes en tant que root. Voilà, c'est une manière de faire. Peut-être qu'il en existait d'autres. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre des notes à chaque fois des machines que vous faites. Parce que ce genre de technique, on peut le retrouver à droite à gauche. Et le jour où vous allez retrouver, je sais pas moi, sur une machine, même dans un cas réel, un Nginx avec des droits assez élevés, un peu comme là on avait avec sudo, pour que on puisse justement, je sais pas moi, lancer un serveur parce que l'administrateur de la machine se dit, ok Nginx c'est toujours chiant, faut faire un sudo machin bidule. Du coup, je vais donner des droits spécifiques juste pour celui-ci. De toute façon, l'utilisateur ne pourra rien en faire. Et bien en fait, si on peut lancer un serveur web local avec des droits root, si jamais on l'autorise. Et puis ça nous permet même après de générer des clés SSH, de se connecter dessus, etc. Donc j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.